Moi, je vais vous apporter un point de vue qui est purement clinique, de clinicien de terrain. Donc moi, je suis gériatre à l'assistance publique dans un service de gériatrie aiguë dans lequel on a normalement 36 lits du GA, enfin 26 lits du GA et 10 lits du POG qui ont été transformés en fait en 16 lits du GA strict à un étage et 27 lits d'unité Covid à partir de mi-mars et dont on s'occupait comme tout le monde, un peu comme on pouvait. Alors la gériatrie a ce petit côté un peu particulier que dans la médecine clinique, comme on nous l'apprend aujourd'hui, avec le raisonnement hypothético-déductif, on travaille beaucoup avec l'évidence-based médecine et un petit peu avec l'expérience personnelle. Alors nous, on développe beaucoup le côté clinique des choses et donc plutôt l'expérience personnelle parce qu'en gériatrie, il y a très peu d'évidence-based médecine parce que la grande majorité des essais thérapeutiques ne s'intéressent pas aux personnes, alors ce qu'on dit classiquement des personnes âgées dans le vocabulaire français, c'est-à-dire aux plus de 80 ans, voire aux older de plus de 90 ans ou aux centenaires qui sont le commun de notre population. La plupart des études s'intéressent au maximum aux 75 ans et il y a une toute petite partie d'études qui s'y intéressent chez des personnes monopathologiques, donc on n'est pas du tout dans notre sujet. Donc nous, on a peut-être un petit peu plus l'habitude que les autres de se départir de l'évidence-based médecine, ce qui ne nous a pas empêché d'être saisis comme tout le monde. D'abord parce qu'on était très bousculés de ne pas savoir, de ne pas connaître la maladie, comme ça a été dit, qui arrivait à nos patients, c'est-à-dire qu'on savait les examiner et qu'on savait qu'ils avaient un certain nombre de signes, mais qui ne répondaient pas, ou en tout cas qui ne correspondaient pas au tableau qu'on pouvait en avoir normalement. Par exemple, des patients qui avaient normalement une saturation en oxygène aller entre 95% et 100% chez la majorité des êtres humains. Et là, on avait des patients qui étaient à 82%, où normalement on est tout bleu et on n'arrive pas à respirer, et qui respiraient comme vous et moi, sans être tout bleu, et où on se demandait un petit peu comment ils faisaient pour oxygéner leur cœur, leur cerveau, etc. Donc on voit que là aussi, même la physiopathologie initiale du 19e et du début du 20e siècle était très très mise à mal, et du coup on était assez déstabilisés. Avec une certaine utilité de l'expérience, c'est-à-dire que ceux d'entre nous qui avaient vécu des situations ailleurs ou des situations d'extrême tension étaient finalement plus à l'aise dans certaines situations, quand les patients se mettaient à décompenser très rapidement avec finalement des états spastiques respiratoires massifs. Voilà, quand on a une expérience de réanimation d'asthmatique, finalement, ça nous parle plus. Certains d'autres avaient plus de facilité dans d'autres tableaux. Bref, la première confrontation clinique, finalement, a créé une inquiétude chez les professionnels et du coup chez les soignants qui nous voyaient patauger un peu et qui ne comprenaient pas, alors que d'habitude on est assez sécurisé dans nos approches cliniques. Alors ça a eu plusieurs effets. Le premier effet, ça a été de resserrer les liens inter-équipes, où finalement on s'est serré les coudes parce qu'on était tous là finalement pour aider nos patients et qu'aucun d'entre nous savait très bien trop quoi faire. Comme ça a été expliqué avant, on testait y compris les protocoles d'approche, les protocoles de couverture pour les patients, pour les proches, pour nous, pour essayer aussi de ne pas l'attraper ou de ne pas le disséminer. Et puis il y avait aussi une certaine émulation, parce que pour la première fois en tout cas, on était tous à s'occuper de la même maladie au même moment. Nous, en gériatrie, par définition, on a des patients polypathologiques qui ont chacun une présentation clinique différente et qui n'ont pas tous la même maladie au sein de nos services. Et là, on avait tous focalisé notre attention là-dessus. Tous, mais ça veut dire les gériatres, mais aussi les infectiologues, les urgentistes, les pneumologues, les réanimateurs. On était tous focalisés sur la même chose. Du coup, on avait un partage commun de bibliographie, par exemple, un partage. Il y avait une grande facilité, en fait, d'accès à l'information. Personnellement, je dirais qu'il y avait beaucoup trop d'informations. Enfin, moi, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était impossible de lire toute la bibliographie qu'on m'envoyait. Et d'ailleurs, beaucoup de mes collègues
ont vécu la même chose. Hein. Enfin, on ne peut pas s'occuper 12 heures par jour de patients qui vont très très mal et en même temps ingurgiter des dizaines de biblios tous les jours, surtout qu'il y en avait beaucoup qui tenaient pas trop la route et surtout que certains d'entre nous, dont moi, faisaient aussi partie des CPP qui donnaient, du coup, on relisait des protocoles la nuit en fait pour essayer de faire avancer les choses. Donc il y avait beaucoup d'informations et il y a rapidement eu besoin de trier cette information et il y en a certains qui se focalisent en fait sur la lecture et sur l'accès des principales infos et que d'autres finalement soient plus près des patients à tour de rôle. Alors en ce qui concerne les traitements, on a été très gênés, comme l'ont dit mes prédécesseurs, hein, par rapport aux ordres et aux contre-ordres. Donc il y a eu des vagues de mode où il fallait mettre ceci et puis après il fallait mettre cela. Alors en effet, il y a eu de l'hydrochloroquine au début sur laquelle on s'est assez rapidement contré en disant que nous on n'irait pas. Et puis il y a eu la mode de mettre des antibiotiques et puis après d'en mettre deux et puis après de mettre un anticoagulant et puis après de plus en mettre. Puis il fallait pas mettre du tout de corticoïdes et puis après voilà. Donc ça c'est toujours compliqué de savoir où est-ce qu'on se positionne dans le flot. Et puis, en fait, après la sidération initiale, qui a été assez rapide finalement, on s'est mis à réfléchir avec notre logique de clinicien et en se disant que rationnellement, mettre des antibiotiques sur quelqu'un qui manifestement n'avait rien de bactérien, ça n'avait rien de logique. Donc, il fallait réfléchir aussi avec ce qu'on avait sous le nez en termes de clinique, en termes de biologie et en termes de rationnel. Et que par rapport à ça, il fallait se positionner différemment. Donc, après cette sidération initiale, en fait, on s'est organisé en bande. En fait, on s'est mis en groupe de décision multiprofessionnelle. Alors décision qui était essentiellement médicale, hein, mais où il y avait, alors nous au sein de notre service, on s'organisait des staffs de tous les médecins du service où on checkait tous les patients pour lesquels on pensait, qui venaient d'arriver ou qui s'aggravaient pour voir quelles décisions thérapeutiques on leur proposait ou pas. Et puis 2 fois par semaine, on avait des staffs avec nos collègues urgentistes, pneumologues, réanimateurs, infectiologues, de médecine, de cardiologie, pour se mettre, pour discuter des nouvelles biblios, des nouvelles avancées et de ce qu'on pouvait mettre ou pas mettre en place. Et aussi quand on avait des patients les uns les autres sur lesquels on savait pas trop, on voyait pas trop quoi faire, on faisait en fait des décisions multidisciplinaires avec un haut niveau finalement de partage d'expérience et alors on a vu qu'il y avait une espèce de nécessité d'aller-retour régulier en fait entre la bibliographie et l'expérience. Enfin, moi vraiment c'est ce que je retiendrai, c'est le retour de la valorisation de l'expérience qui était quand même relativement forte, avec en parallèle l'effet extrêmement néfaste du discours médical médiatique, avec des pressions majeures. Enfin, moi j'aurais jamais cru que là où j'étais, enfin bêtement, hein, en tant que praticien de base dans un service, un jour on m'appellerait pour me menacer sur ma carrière, me menacer sur ma vie parce que je voulais pas donner d'hydrochloroquine à un patient, quoi. Et ça, ça a été très violent en plus, et c'est un rapport à la prescription, c'est un rapport aux soins, et c'est sans doute aussi un rapport à la médiatisation de la recherche qui est aussi à réfléchir, pardon, parce que en tout cas, c'était totalement inattendu. Alors je ne vais pas préciser, mais dans notre service, on a fait autant de passages que dans notre réanimation. Donc, on a soigné en 2 mois une centaine de patients. On a fait autant d'essais qu'en réanimation, principalement au début, mais on a quand même beaucoup de sujets très âgés qui s'en sont sortis, y compris dès qu'ils sont sortis sur leurs 2 pieds du service et qui sont rentrés chez eux. Donc, malgré leur grand âge et le fait qu'ils ne soient pas allés en réanimation, il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis bien. Donc on n'a pas eu l'impression de faire forcément un travail catastrophiquement mauvais, mais on a eu l'impression de payer finalement des choses pour lesquelles on y était vraiment pour rien.
Alors, le deuxième versant, c'est la place de l'essai clinique. Alors, on est dans un hôpital universitaire, on a l'habitude de participer à de la recherche clinique, on a l'habitude aussi d'en écrire, d'en commenter. Et il y a eu une grande frustration de tous mes collègues, mais aussi des équipes soignantes, de celles qui ont aussi des infirmières de recherche, etc., de ne pas en être. En fait, on avait l'impression qu'en fait, on traitait les patients avec la plupart des médicaments qui étaient à l'étude, mais on n'avait pas, je parle là pour tout mon groupe et pas uniquement pour le service de gériatrie. En fait, on a eu très très peu accès à la recherche. En fait, on a eu la possibilité d'inclure, alors bien sûr dans tout ce qui était observationnel, hein, dans les socio-Covid, je ne sais plus comment ça s'appelait, French Covid, etc. Mais pour tout le reste, c'était clairement, on nous a bien expliqué que c'était pas pour nous. Il y avait des enjeux politiques et des enjeux d'ego qui, en tout cas, pour ma part, n'ont pas à être là. En fait, là, clairement, il y a eu une mainmise en fait sur ceux qui avaient le droit d'inclure et ceux qui n'avaient pas le droit d'inclure, uniquement pour des enjeux politico, médiatico, égotico, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on avait du mal à comprendre la place exacte de ce genre de tension dans la recherche. Voilà. Et après, avec cette sensation finalement qu'il y avait des hôpitaux, alors c'est aussi l'assistance publique, vous me direz, mais il y a eu des recherches qui allaient au-delà de l'assistance publique, il y avait des hôpitaux favorisés, des hôpitaux chic, classe, qu'il fallait mettre en avant, et puis des hôpitaux de seconde zone pour lesquels finalement, que ce soit les patients ou les praticiens, n'avaient pas accès à ce type de réflexion, tout en sachant que ceux qui étaient dedans n'avaient pas plus accès au savoir que nous, donc ça a été assez perturbant. Alors dans les choses quand même intéressantes, c'est qu'on s'est quand même rendu compte que dans les essais qu'on a vu passer, il n'y avait pas de dérogation aux aspects réglementaires usuels, et que ça, enfin moi personnellement, ça m'a beaucoup plu, quoi. Il fallait quand même que les patients consentent. Enfin, il y avait quand même un niveau d'exigence de la qualité de la recherche qui était proposée, qui était quand même cohérente. Hein. Et puis, il y avait quand même un problème qui est voilà, il faut développer la recherche, ok, mais il faut soigner les patients aussi, et que pour développer la recherche, en effet, l'intervenant précédent l'a bien dit, hein, il faut développer le soin. Là, on est dans de la recherche clinique, il serait peut-être temps de la valoriser, parce que ça, c'est de la recherche clinique, c'est absolument pas valorisé, en tout cas en France, et qu'il y a un grand problème sur qui fait la recherche. Par exemple, la plupart des recherches étaient prévues avec des techs, hein, des techniciens d'études cliniques, et du coup, eux, ils n'avaient pas le droit d'avoir accès aux patients pour des risques infectieux. Donc, à partir du moment où ils n'avaient pas le droit de voir les patients, c'était à nous de faire les recueils, etc., ce qui rendait potentiellement les choses compliquées, voire impossibles. Donc ça fait partie aussi des réalités de terrain qui font qu'il y a des choses qui parfois n'ont ni queue ni tête et ne sont juste pas possibles. Et puis, je finirai mon propos avec la question du suivi. Donc nous, on a fait, dès le jour où on a ouvert en fait aux patients Covid, on a commencé à mettre une cohorte en fait, à essayer de réfléchir, même pour nous en fait, pour savoir comment on faisait, qu'est-ce qui se passait, combien, voilà, comment réagissaient nos patients pour arriver à comprendre nous. Et assez rapidement, on a demandé s'il y avait une cohorte de suivi dans laquelle on pouvait s'inscrire, et où clairement on nous a dit chacun se débrouille en fait. Donc il n'y a pas. Et aujourd'hui on voit que en effet on a tous, nous on a réouvert un quart de notre unité en unité Covid, et on voit que finalement les choses vont pas beaucoup progresser. On s'est remis en ordre de marche comme on était avant. On refait des groupes en effet de médecins pour essayer de réfléchir aux thérapies qu'on propose et à reprendre une veille bibliographique, mais on n'a pas l'impression en fait qu'on aura
énormément appris, en tout cas dans ces termes-là, une fois le côté aussi émulation, comment dire ça, émulation médiatique passé. En fait, il reste des patients et que finalement ça n'intéresse peut-être pas une foule de gens. Merci beaucoup, Sophie Moulias. Avant que je sollicite Paul Louvaille-Dubuc pour faire remonter les questions du public, merci tout d'abord d'avoir traduit aussi nettement ce sujet du soir, les tensions entre soins et recherche. Vous en avez vraiment parlé de la manière dont vous avez eu à articuler les deux, à tenter de suivre ce qui se passait côté recherche tout en examinant de manière critique comment l'appliquer du côté du soin. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est, puisque vous avez parlé du rôle de l'expérience, vous avez insisté sur l'importance de l'expérience dans cette crise, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez gagné lors de ces expériences peut remonter et finir par constituer ou par enrichir le volet recherche? Spontanément, en tout cas, je dirais oui, parce qu'il y a une clinique qui s'est écrite. Donc rien que ça peut, parce que permettre d'écrire de la clinique, ça veut permettre aussi de déterminer déterminer une population de recherche. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est important, et ça permet aussi de décrypter les signes sur lesquels on peut se focaliser pour des études par rapport à un potentiel traitement ou par des potentielles rechutes, y compris pas forcément que des traitements antiviraux mais voilà, des traitements qui soient peut-être plus des réflexions de prévention ou d'autres ou des traitements d'après, en fait, sur l'évolution des signes ou sur des nouveaux signes qui apparaissent. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans les formes, tout le monde le sait peut-être pas, mais en tout cas, on parle beaucoup des formes respiratoires. Les sujets âgés font des formes beaucoup plus polymorphes, avec entre autres des formes digestives, avec des douleurs abdominales, des diarrhées massives, une perte de poids extrêmement rapide, qui sont liées à la Covid, même si elle n'est pas respiratoire. Et ça, c'est une clinique qui s'est écrite entre nous extrêmement vite, en fait, en communiquant à travers toute la France entre ceux qui prenaient en charge des patients et en disant, voilà, ça c'est aussi du Covid et il faut aussi le prendre en compte. Donc je pense que ça fait aussi partie de la recherche clinique, et que de toute façon, pour faire des études, puisque celle qui focalise le plus, c'est les biomarqueurs, il faut aussi écrire cette page-là avant, en fait. Paul Lou, pour les questions du public. Je n'ai accès qu'à une question, qui est la question suivante. Est-ce que vous avez mené une réflexion, une recherche sur des biomarqueurs prospectifs des formes sévères? Alors, je ne sais pas si elle s'adresse à Sophie Moulias, peut-être qu'elle s'adresse à Nathan Peffersmadja, donc je vous laisse décider. Moi, ce que j'avais envie de poser comme question, un peu dans le prolongement de la tienne, Vincent, c'est celle de savoir si, à votre avis, Sophie Moulias, cette période va changer le rapport que les médecins de votre service notamment ont avec l'expérience, voilà, et le rapport à la connaissance. C'est-à-dire, est-ce que ça va d'une certaine façon libérer les soignants d'une certaine soumission à des connaissances validées, par exemple, est-ce que ça va changer durablement quelque chose, ou est-ce que passer la crise finalement, après l'ébranlement des certitudes,
tout redeviendra comme avant. Voilà. Alors ça, c'est une vraie question. J'ai tendance à dire que chez ceux qui sont comme nous très cliniciens, ça fera que de confirmer notre comportement. Enfin, il faut examiner les patients. C'est avant tout la réponse est dans le sujet du soin. Et je pense que même ceux qui sont plus distants, en fait, on l'a bien vu, hein, parce qu'on a vu aussi apparaître le réflexe de tiens, il y a une suspicion de Covid, on le colle au scanner, on lui fait sa PCR, on regarde ses lymphocytes, et en fait, on ne regarde pas celui à qui on parle. Mais autant je n'irai pas me jeter dans la réponse aux biomarqueurs parce que on les cherche tous et j'ai pas de réponse aujourd'hui à apporter, mais on sait qu'il y a en tout cas, c'est plus dans une dynamique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une certaine accélération, on sait qu'on va avoir une forme sévère, donc on est plus là aussi dans une approche clinique que dans un biomarqueur, dans un marqueur biologique potentiellement observable. Mais justement, ce que nous a montré l'expérience acquise, c'est que aujourd'hui, finalement, à un stade débutant, les patients pour nous, ils étaient bien malades et ils avaient des fois des PCR négatives et ils avaient des scanners qui étaient peu en faveur. Et en 48 heures, ils faisaient une forme gravissime qu'on pressentait cliniquement en les ayant vus et parfois au troisième jour, ils étaient décédés alors que 3 jours avant, ils étaient censés avoir rien du tout, alors que cliniquement parlant, et non pas biologiquement ni au niveau de l'imagerie. Enfin voilà, ils étaient malades cliniquement, mais l'imagerie et la biologie étaient normales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, doit faire réfléchir aussi sur la médecine moderne. C'est que on nous vend sans arrêt que dans 4 matins, on sera tous remplacés par des ordinateurs qui vont, enfin, ou des robots de toutes sortes qui vont mieux traiter les patients que nous, avec moins d'affect, etc. Et bien sûr, les opérer, ça on le sait déjà. Voilà, l'humain a encore toute sa place en fait. Mais pour ça, il faut aller au rapport humain et il faut aller à l'examen clinique. Merci beaucoup, Sophie Moulias.